Alain Blanchard fait partie de ce monde ouvrier si souvent rabaissé, oublié, condamné à une espérance de vie raccourcie par les maladies professionnelles. Il a travaillé en contact avec l'amiante, dans une grande indifférence et lâcheté scandaleuse. Comme si la vie des êtres humains n'avait aucune valeur face au profit immédiat de quelques-uns. Comme si aucune éthique élémentaire ne pouvait régner dans une société digne de ce nom. Alain passe son enfance et son adolescence dans une cité ouvrière avec des dizaines de ses semblables. Nous sommes dans les années 50 et 60 et le décor principal, c'est la rue. Une animation digne du film Jour de fête de Jacques Tati. Exagération? Non. Les parents et les grands-parents viennent du monde rural. Le monde de vie et de pensée se transmet par la parole lors de discussions directes pas encore polluées par les artifices de la société dite moderne. Les passions d'Alain, la pêche, celle de l'observation minutieuse du poisson dans son milieu naturel pour mieux le connaître, se jauger d'égal à égal, pratique de nos lointains ancêtres. Il est aussi passionné de sport populaire, social, comme la natation et le football, activité synonyme pour lui de persévérance et de dépassement de soi, mais aussi de camaraderie, avec toujours pour ligne de conduite la dignité et le respect de l'autre. Une mère d'un milieu très défavorisé, un père comme des milliers d'autres, laisse 5 ans de sa vie dans un stalag en Allemagne pendant la dernière guerre, encore des oubliés. Une scolarité uniquement dans le primaire et comme perspective, je dirais mal de cocagne, le certificat d'études primaires, avec sur le CV, pour paraphraser le côté facétieux d'Alain, HEC, Hautes études communales. Derrière cette pointe d'humour, il y a chez Alain, comme beaucoup dans ce monde du travail, l'intelligence, la finesse d'analyse dans l'observation de la vie, ce bon sens qui manque tant actuellement à nos élites. Puis, à 14-15 ans, vient le moment pour lui de choisir sa voie dans la vie. Choisir? Vous plaisantez. Dans ce monde, depuis des générations, le seul chemin possible est celui du travail manuel, de la force physique, le travail de la plèbe. Il y a son frère, déjà au travail, à l'usine Eternit, bonne usine comme l'on dit à l'époque, qui permet d'être déjà indépendant financièrement. Écoutons dans cette vidéo Alain s'exprimer avec clarté, brillant dans son exposé sur un sujet complexe. Il parle avec le cœur, vous comprenez? Bon, ben voilà, je suis Blanchard Alain, né le 27 juin 1950 à Dijon. Je suis issu d'une famille ouvrière, où mon père était cheminot. Lui-même, malheureusement, était orphelin à 5 ans par rapport à la Grande Guerre. Et ma mère était issue d'une grande famille un peu malheureusement dans la misère avec au moins 10 enfants. Donc elle avait pas de possibilité, elle n'avait pas trop été à l'école. On lui avait même empêché, le peu que j'entendais dire, d'aller trop à l'école. Donc elle avait un gros problème d'écriture et de lecture. Donc je suis quand même issu. À la base, il fallait travailler, mais c'est vrai que sur le côté parent, ça aide pas trop non plus. Papa était souvent parti en déplacement, comme cheminot roulant. Et étant donné que nous, on était 4 enfants, il fallait qu'on travaille. Bon, il y avait l'école, bien sûr, qui était plus ou moins... j'aurais préféré m'adapter plus vite et un peu plus loin. Mais disons que par rapport à ça, on était sur un centre à Bellevue, dans les quartiers SNCF. Et mes parents avaient une connaissance avec quelqu'un qui travaillait, qui était un peu secrétaire à la fameuse société Eternit. Et donc, à l'époque, ça existait, c'était comme ça. On donnait un petit coup de pouce pour faire rentrer quelqu'un dans la vie du travail, parce qu'il fallait travailler jeune. On ne s'occupait pas trop, les parents, de mettre en place. Et moi, j'aurais peut-être aimé, au moins ne serait-ce qu'avoir un métier. Mais bon, ce qui s'est présenté, l'année du certificat d'études, à 14-15 ans, on va dire, je m'en souviendrai longtemps, ma mère est venue me chercher dans l'entrée de l'école, et le directeur, qui à l'époque, ça l'embêtait beaucoup, quand il voyait partir un élève en usine, au lieu de le voir continuer ses études.
ne serait-ce qu'un CAP, brevet ou autre. Et il lui avait fait un petit... il a essayé d'équilibrer les choses, mais bon, étant donné que j'avais reçu le courrier par connaissance pour rentrer à cette fameuse usine qui était sur Paray-le-Monial et la région, assez réputée pour ses salaires, pour déjà le niveau social était pas mal, la fameuse société Eternit, tout le monde en parlait en bien, contrairement à aujourd'hui. Par la suite, je pense qu'aujourd'hui tout le monde va comprendre. Et cette fameuse société était quand même renommée pour des avantages, voilà, même de salaire. C'était bien l'arbre qui cachait la forêt. Par la suite, on va tout découvrir. Et donc, il fallait absolument sortir de l'école. Voilà. Et dans cette sortie d'école, j'avais pas le choix. Le lendemain, je devais passer une visite médicale. C'était comme ça que ça se passait. C'est un peu comme quand les gens vont au régiment, on rentre, c'est visite médicale et après on rentre dans le vif du sujet. Donc, le 1er avril, étant donné que je vous disais, je suis né en 1950, c'est très facile à compter. Le 1er avril 65, c'était pas non, le 5 avril 65, je rentrais donc, après le courrier, visite médicale, je rentrais dans la société Eternit. On disait apte au travail. C'est comme ça que ça se passait. Et apte au travail, et voilà. Visite médicale avec le médecin, un médecin généraliste. En général, c'était le médecin payé par l'employeur. Mais ça, je vais y revenir plus tard. C'est pour ça que ça nous a amené beaucoup de problèmes. Et donc, ce médecin nous passait une visite et il nous donnait apte au travail. Et sous 3-4 jours, on rentrait directement dans le vif du sujet, travail. Et ce qui s'est passé, voilà, le 5 avril, officiellement, j'étais en contrat de travail avec la société Eternit. Derrière ça, bon, l'entrée à l'usine, donc, pour que ce soit un peu, c'est très complexe, tout en étant, bon, vous allez comprendre la situation. Quand on a 14 ou 15 ans, et qu'on rentre, qu'on arrive, on était 3, puisque ça rentrait des fois par groupe de personnes. À l'époque, pas mal de monde, la société RT demandait beaucoup d'emplois, et voilà. Donc on était 3 ce jour-là à rentrer dans les mêmes conditions. Un collègue de Poisson et quelqu'un de Digoin dans la région et moi-même. Et quand on rentre dans des grands bâtiments et qu'on a, je me répète, qu'on est encore des gamins, des enfants, ça fait une drôle d'impression. Et ça, on garde en mémoire l'ambiance, le bruit impressionnant, un bruit énorme, des odeurs d'huile, d'eau mélangée, les matières premières qui étaient de l'amiante ciment. Donc tout ça dégage une ambiance vraiment très spéciale. Alors, et en plus, dans ces établissements, la société Eternit, il y avait on appelait l'usine Nord qui était le long du canal. C'est pour ça qu'après-guerre, quand ils ont monté cette industrie Eternit, hein, ça s'appelait le lieu-dit Le Colaillot, entre autres. C'est un petit lieu-dit de Vitry-en-Charolais. Mais souvent, il y a des gens, même qui venaient de Paris, Le Colaillot, ça faisait bizarre. Mais c'était Vitry-en-Charolais. Et donc, il y avait des grands bâtiments sur le côté du canal, on appelait les bâtiments nord, et nous, les bâtiments sud, qui ont été montés en 1964, qui comprenait tout un ensemble, là où j'étais affecté à mon travail, ça s'appelait service moulage. Et il y avait d'autres bâtiments avec des services, parce que il y avait plusieurs ateliers différents. Et quand je suis rentré dans ces établissements, je reviens un petit peu à expliquer la situation. Contact avec le chef de service, avec le chef de poste, et nous on écoute notre bonne leçon de la mise en bouche.
la mise en bouche d'une situation pour le travail. Donc, ils nous équipent, vêtements de travail, les bleus de travail qui étaient fournis au départ un petit peu par l'employeur. Plus tard, je reviendrai sur ces bleus de travail qui étaient lavés. Bon, après, c'est une autre étape dans mon exposé de vie au travail. Et donc, ils nous mettent au contact directement du travail. Alors, ils nous affectent à un lieu-dit. Voilà, le moulage, il y avait le moulage main. C'est-à-dire qu'il y a une matière première qu'on doit travailler pour mettre dans des moules et fabriquer des pièces. Et il y a des machines qui s'appellent semi-mécaniques, où c'est par injection, mais on a beaucoup aussi de main-d'œuvre, de manutention. Et d'ailleurs, là-dessus, on s'est bagarré beaucoup pour faire obtenir, parce que les qualifications professionnelles dans le travail n'étaient pas les mêmes. On avait des classifications par rapport au travail effectué. Et donc, moi, le premier travail que j'ai effectué, c'était du semi-mécanique, avec une partie moulage qu'on mettait dans des presses, et une autre personne, on était 4, et une autre personne sortait les pièces, et on avait un rendement. Et ce qui paraît surprenant, pourtant aujourd'hui, ça fait un grand nombre d'années, j'ai toujours le chiffre en tête, parce qu'à cet endroit-là, j'ai dû travailler 2 ou 3 ans, dans des conditions avec de la graisse, avec de l'eau, et on devait sortir 540 pièces par jour. Par équipe postée, c'était 540. Donc, on était approvisionné par une matière première qui était comme une pâte, quand quelqu'un fait une pâte à tarte, on va dire, une cuisinière. Nous, sauf que c'était de l'amiante ciment qui était conditionné avec des gabarits. On mettait ça, moi je moulais dans des pièces ondulées, ça s'appelait les fêtières Rézégone, le nom de ce produit-là. Une fois fini, après la vente expédition, c'est ce qui servait à faire toutes les fêtières de toit. C'est-à-dire que tout le monde connaît pas mal de monde connaissent le système des fabrications de toitures Eternit. Et au-dessus, c'est ce qu'on appelait des accessoires qui permettaient de fermer le toit. Ça s'appelait les fêtières. Il y avait la petite et la grande parce que ça se mariait ensemble. Donc nous, c'est ce qu'on fabriquait au départ. Voilà. Et tout ça, on avait 540 pièces à faire par poste. Alors, on plaçait ce moule. Après, on avait un genre de suceuse qui aspirait. Et on mettait ça dans la presse. Ça pressait. Et après, la personne qui était habilitée derrière cette machine, c'est ce que je dis bien, c'était du semi-automatique. Elle démoulait avec une autre suceuse et elle mettait en palette sur des coquilles qui avaient la même forme. Et c'est uniquement le même profil que ça séchait au bout d'une journée. Et le lendemain, ça montait. C'était des palettes, ni plus ni moins, comme si on empilait tout ça en quinconce, petites et grandes. C'était des palettes de 50. Et le lendemain, elles étaient sèches, tout en faisant... elles étaient démoulées, les coquilles étaient remises sur des berceaux qu'on reprenait pour refaire la même fonction. Parce qu'il y avait un poste du matin, un poste d'après-midi. Mais les 2 postes faisaient la même fonction de travail dans ce milieu-là. Et il fallait barber à la main, bien sûr, avec des papiers de verre un peu importants. Pour les bavures de bord, je fais des comparaisons souvent comme de la pâtisserie, mais en général la pâtisserie elle ne s'ébarbe pas, elle se mange. Par contre, nous on ébarbait ça tous à la main, sans masque, sans protection, bien sûr, et déjà à 14-15 ans. Et donc c'était vraiment l'amiante ciment. Et en fin de poste, si tout se passait pas trop mal, on arrivait, mais il fallait quand même travailler rapidement. Partout, même qu'on était dans un atelier, on avait quand même des conditions de travail en plein été quand on était en petit maillot et on transpirait sérieusement et on mouillait bien la chemise. Plus il fallait de l'eau, on graissait, je reviens un tout petit peu en arrière, sur les coquilles, on mettait de la graisse avec des balayettes pour qu'elles puissent se décoller plus facilement le lendemain. Donc c'était tout un ensemble de fonctions de travail dans ce domaine-là. Mais je vais m'arrêter sur ce sujet-là, puisqu'après, dans cet atelier moulage,
Il y avait aussi différentes fonctions. Beaucoup de gens faisaient, parce qu'on était quand même sur le moulage environ sur les 2 postes, puisqu'on était principalement, il y avait un peu des gens la journée, mais 200 à 300 personnes. Donc ça crée quand même une ambiance assez solide quand on est enfant. Et on avait aussi des plus anciens qui avaient des fois entre 20 et 30 ans. Et donc c'était assez, même physiquement, moralement, fallait s'accrocher. C'est le monde du travail, voilà, du départ. Mais au bout d'un moment, on se forge par nous-mêmes. Et on avait d'autres fonctions. Il y en a qui faisaient des pièces, les mouleurs mains, qui avaient aussi tout ce qu'on appelait les siphons, les canalisations, tout ce qui était raccord, c'était tout du moulage main. Avec une fiche de travail à l'appui, puisque quand on avait souvent, mis à part le semi-mécanique qui était un petit peu, qui se répétait tous les jours, mais dans les fonctions de mouleur main, il y avait des fiches de travail que le chef de service ou le chef d'équipe apportait pour modifier les commandes qui étaient justement en attente. Mais malgré tout, on était, je souligne toujours ça à certaines personnes, on était à la production. Il fallait rendre un travail, et si, pour X raisons, parce qu'en pleine chaleur, c'était très compliqué, puisque la matière première, avec les températures élevées, la matière première qui arrivait fraîche, j'expliquerai un petit peu en arrière comment cette matière première était fabriquée, ni plus ni moins, bon, je reviendrai quand même, dans des grands entonnoirs comme de la purée, et ce qui sortait sur des grands tapis comme les machines à papier, et voilà. Et à la sortie, des gens étaient habilités pour dérouler ces grands, ça faisait 3 mètres de long par 1 mètre 20, avec différentes épaisseurs, et nous on avait des gabarits pour couper et puis faire nos prototypes de moulage. Pour ceux qui moulaient, comme des siphons, des chapeaux de cheminée en lanterne. À l'époque, il y avait énormément d'accessoires dans le bâtiment qui étaient faits à la main avec ce qu'on appelait des moules en bois, parce qu'on avait un service travaux menuiserie qui préparait des protos. On appelait ça, c'était des gabarits. Et nous, la matière première, les mouleurs, pour ainsi dire, on la mettait sur ces moules qu'on assemblait. Alors, il y avait des petites soudures, on avait toutes sortes de petits outils pour faire une finition très, très, on va dire, jolie. Il fallait rendre polir à la main et barber le lendemain. Il y avait toujours le facteur, travailler la matière première fraîche. À la limite, c'est pas là où elle était le plus dangereux, puisqu'on reviendra dans le domaine plus tard sur le problème malheureusement de l'amiante avec les dégâts occasionnés. Mais cette matière première, on la travaillait fraîche, souple. Quand ça séchait, avec les grandes chaleurs, c'était plus compliqué parce qu'elle prenait moins la forme. Donc pour nous, c'était très compliqué. Et à certains moments, on n'arrivait pas à faire le rendement en fin de poste qui était prévu sur la fiche de travail. Alors là, ça ne plaisait pas du tout à nos responsables, chefs de service, chefs d'équipe, parce que sur une fiche de travail, quand on demande une production établie, il fallait sortir la production établie, il fallait pas, et tout devait être parfait. Alors ça se passait des fois très mal. On a eu des gros accrochages sur les conditions de travail entre des saisons différentes, hiver-été. Mais donc il y avait un mouvement d'ensemble très, très, même dans les mouleurs mains, très différents. Moi, j'ai fait donc ce que j'expliquais tout à l'heure. J'étais habilité à cette fameuse Resegon de machine pendant 2, 3 ou 4 ans de mémoire, à la production tous les jours. Voilà. Et dans la fonction de ce qu'on faisait, il y avait un petit... on avait droit à 20 minutes, je crois. C'était 20 minutes. Le matin, notre poste de matin, on avait droit à une pause, parce qu'il ne faut pas que j'oublie la partie casse-croûte, en tant que bon français. Ça nous reprenait aussi, parce que malgré tout, c'est un travail physique important. Et le matin, quand on commençait à 5 heures du matin, je pars sur le poste matin, et c'était 5 heures, 13 heures,
et le poste d'après-midi 13h, 21h. Et on avait une pause de 20 minutes ou 30 minutes par la suite qu'on avait peut-être obtenue. Donc c'était une pause casse-croûte. Alors boisson, on avait un réfectoire, on descend de réfectoire, question de ça, on n'a pas à se plaindre de ce côté-là. On avait un service réfectoire qui était tenu propre, voilà, qui était attenant à des vestiaires où on se changeait. On n'avait encore pas les douches à l'époque, c'est venu plus tard dans nos revendications, puisque on estimait que sorti du travail, c'était normal que les gens prennent une douche, mais avant on rentrait dans des conditions sales, pas propres, on avait des quarts, alors c'était pas intéressant. Mais je reviendrai un tout petit peu aussi sur le ramassage des ouvriers qui nous emmenait à l'usine. Donc on avait le réfectoire, la pause du matin, voilà, elle se trouvait, je pense, entre 8 heures. On prenait à 5 heures du matin, et à 8 heures du matin, jusqu'à 8h20, 8h30, et on reprenait le travail et on finissait à 13 heures. Et le poste d'après-midi, ça devait être 17 heures, si ma mémoire est bonne, 17h, 17h30 ou 17h20. Voilà. Et moi, j'ai fait un peu les nuits, mais j'expliquerai après, mais pas longtemps, pour des choses où il y avait un peu de belles activités, et puis déplacer des mouleurs, puisque ma fonction, par la suite, j'avais, dans ma qualification, j'étais ouvrier qualifié, ils nous donnaient une petite qualification de mouleur main. Ce que j'explique maintenant, puisqu'on travaillait, on modelait comme les gens qui font de la poterie. Et très très complexe dans les détails et tout. Mais sur le sujet du travail du moulage, je reviens à dire en même temps que dans cet atelier, on avait un service de maintenance aussi. Il y avait la partie mouleur-main, il y avait une partie mécanique, il y avait une partie fabrication. Alors les gens qui étaient habilités à la fabrication, c'est ceux qui justement approvisionnaient avec les machines. C'était une énorme machine qui faisait environ 100 mètres de long, mais qui en bout de machine avait des grands entonnoirs, ni plus ni moins, pour mettre le mélange amiante, eau, ciment, et ils avaient des analyses étudiées pour avoir une répartition du produit. Les gens, les sacs d'amiante ou de ciment étaient en bout de machine, dans des formes d'hangars, et les gars, ils vidaient les sacs d'amiante comme ça, j'appelais ça, moi, des presses purées, ou ça pouvait faire le volume, il y avait 2-3 cuves différentes en bout de machine, facilement au moins 30 mètres cubes, où ils mettaient leur mélange dedans. Ce qui permettait de sortir la matière première pour fournir le moulage et pour fournir tout ce que je viens d'expliquer pour la fabrication des produits. Et on avait donc, ça s'appelait service fabrication. Le service moulage dans le travail, on avait un service atelier. En cas de petits pépins dans les mécaniques de machines, il y avait un peu de machines semi-mécaniques, il y avait des ajusteurs de métier, on avait un atelier attenant aux ateliers moulage, où là, il y avait la mécanique, où je connaissais des gars qui avaient fait la mécanique, ils étaient à l'atelier, ils étaient là pour réparer nos mécaniques. On avait un service menuiserie, parce que dedans, il y avait des menuisiers, des vrais menuisiers, qui nous préparaient souvent des moules, mais c'est des gars qui travaillaient sur le bois, parce qu'on avait beaucoup de moules en bois, ces moules-là permettaient de mettre notre matière première, de ce que je vous expliquais en début du film. On avait un service expédition, puisqu'il fallait bien que les produits finis avec le service expédition étaient tenus de sortir ce que les gens de fabrication de moulage étaient tenus finis de sortir sur les parcs pour que la marchandise s'en aille vendue et finie propre. En parlant de fini propre, nous, dans nos pièces moulées, on avait quand même une finition, et c'était quand même, quand on voit le recul, il fallait absolument qu'on finisse ces produits polis,
Donc on avait des seaux, on avait des éponges, on avait des papiers de verre, et on polissait, quand le lendemain on démoulait nos pièces, on polissait nos pièces, comme de la poterie, on ponçait à la main, on grattait les bavures, parce que le raccord des moules, ça faisait automatiquement des petites bavures, ce qui est normal. Alors quand on ouvrait les moules de différentes choses, pas trop même que le semi-mécanique, on ébarbait les bords aussi. Et tout ça était fait à la main, avec la poussière, que vous devez comprendre, poussière amiante, bien sûr, volatile, bien sûr. Et on avait à côté de chez nous, pour revenir un petit peu en arrière, on avait une grande meuleuse, c'est-à-dire que c'est un moteur avec une grande bande qui tourne, c'est une machine, une meuleuse, pour ébarber nos fameuses pièces Resegon que j'expliquais en début de film. Et il y avait 2 personnes qui étaient habilitées pour ébarber aussi. Ça n'empêchait pas que nous, il fallait qu'on le fasse, mais eux faisaient les gros œuvres, tout à la meuleuse, avec un petit sac d'aspirateur, mais comme il y en avait 3/4 qui s'envolaient à côté, les portes qui étaient ouvertes, je ne vous dis pas ce qu'on respirait quand même. Donc il y avait des services différents. On avait un service usinage. Ça, c'était tout ce qui était en bas, dans l'usine Nord. C'était les tuyaux. Parce que tout le monde à l'époque, ce qui alimentait la population, non seulement en France, mais dans le monde entier, puisque Eternit a exporté partout, énormément de tuyaux de différents diamètres, où l'eau passait dedans. Et c'était en Eternit, amiante, ciment. Et donc un service usinage où il y avait des machines tuyaux à l'usine Nord. Et on avait aussi dans une machine plaque, alors on appelait ça plaque, mais c'était les plaques ondulées. On en avait une au sud et 2 en bas, je crois, à l'usine Nord. Alors là, ça dépotait la matière, exactement le même procédé, matière fraîche, qui passait dans des grandes onduleuses avec des plaques en fer qui étaient vraiment ondulées, qui prenaient la forme, et le lendemain, c'était automatique, mais il y avait quand même des gens sur les... C'était automatique, là, c'était pas moulé. Tout ce qui était les grandes plaques que tout le monde connaît sur les toits, c'était fait à la machine. Et c'est ce qu'on appelait le service fabrication, plaque, couverture, voilà. On avait le service donc expédition, usinage, menuiserie, atelier. On avait dans cette grande société Eternit, on avait le service bureaucratie aussi, puisqu'il fallait bien qu'il y ait des gens qui fassent un peu le service paie et puis tout ce qui s'ensuit, comptabilité. D'ailleurs, ces gens-là, ils sont tombés de haut, puisqu'ils pensaient, eux, mais je vais peut-être un peu trop vite, mais c'est pas grave, puisque je reviendrai dans un deuxième thème sur le problème amiante. Je reste encore dans le domaine fabrication, usine. Ces gens-là, je voulais dire, ils croyaient ne pas être touchés, malheureusement, parce qu'on était quand même approvisionné par le canal du centre. C'est pour ça que cette usine, elle était montée entre une grande nationale, on est placé géographiquement bien, et le canal avec les péniches qui approvisionnaient toute l'amiante. Et on avait un service de débardement qui sortait les sacs. Au départ, l'amiante était sortie à la fourche, sans sac. À la pelle, ils mettaient ça dans des conditions qui montaient sur un pont. Il y avait un pont roulant qui reprenait, qui montait dans les ateliers pour faire la préparation de ce que j'expliquais tout à l'heure avec l'amiante. Donc il y avait les sacs de ciment qui venaient de Bef, dans la Nièvre, et l'amiante différents, puisque c'était une composition chimique qui donnait à ce produit-là rien de plus solide. Parce que même c'était reconnu que l'amiante était irremplaçable, question solidité, la fibre d'amiante mélangée avec du ciment, il n'y avait rien de plus solide, c'était comme ça. Et dans beaucoup de domaines, tout le monde avait compris. Même la médecine, mais j'en parlerai après, puisque ça va être encore plus pointu. Mais donc, ces bateaux, ces péniches qui approvisionnaient, ce qu'on appelait le débardement. Et ils mettaient des gens costauds, puisque des fois, ils sortaient les sacs à la main, ils vidaient les péniches à la main. Et voilà, ça, c'était aussi
dans cette usine, un service de plus. Malheureusement, c'était les premiers à tomber. On n'est pas sur la guerre de 14-18, mais malheureusement, ça a fait beaucoup de dégâts humains. Et donc, pour en revenir sur les ateliers où je travaillais, donc je vous ai un petit peu expliqué la situation du travail, et je vais en même temps parler. Donc moi, j'ai fait quand même 25 ans. Pendant 25 ans, j'ai fait les 2 postes. On appelait ça les 2-8. Et les 10 années qu'on suivi, puisque j'ai travaillé 35 ans dans cet établissement, je vous dirai pourquoi. Par rapport aux accords passés, 4 mois d'exposition, on bénéficiait un peu une application qui s'est mise grâce à la défense des droits sur l'amiante et la santé. On a bénéficié d'un départ anticipé. Mais j'ai fait 25 ans, donc les 2 postes, et des conditions quand même très, très dures, moralement, physiquement. Au bout de la 2e année que j'étais dans ces ateliers, là, donc j'avais quoi? J'avais 16, 17 ans. Il y a un ancien qui est venu me trouver et il m'a dit je donne pas de nom puisque c'est plus réglo quand même. Il m'a dit est-ce que ça t'intéresserait de te syndiquer? Ben, je dis pourquoi pas. J'avais déjà dans mon caractère des bases ouvrières par mes parents. Par un système social, j'aimais pas l'injustice, j'aimais pas. Et je me suis dit pourquoi pas, après tout, faire valoir nos droits au travail. Je me suis syndiqué. C'était le syndicat CGT. À l'époque, il n'y avait pas trop, c'était la majorité. Donc j'ai pris ma carte syndicale. On finançait mensuellement notre petite cotisation, on participait à la vie de tout. Puis au fur et à mesure des années, ils se sont peut-être rendus compte, ça a passé 3-4 ans, puisque voilà, en parallèle, on était dans notre travail, dans notre monde, on va dire, d'ado, puisque 14, 15, 17, 18, monde d'adolescent, un petit peu vaillant sur beaucoup de choses. Et comme je faisais du sport en parallèle, donc le collectif, je connaissais. Et ça ne me déplaisait pas. Et derrière ça, suite à ça, ils ont dû sentir que j'avais peut-être une fibre d'aller un peu plus loin. Donc ils m'ont demandé, après, parce qu'on avait des élections, et je me souviens, c'était toujours au mois de mai, des élections syndicales pour représenter le personnel dans l'entreprise. Alors j'ai été sollicité pour me présenter au syndicat. J'ai dit oui. J'adhérais. Comme j'étais syndiqué, j'étais tout à fait en droit d'être dans une liste d'élus. Et là, j'ai été élu, j'avais peut-être, si ma mémoire est bonne, parce que ça a passé quand même quelques temps, entre 22 24 ans peut-être, j'ai été élu. Il y avait les délégués de personnel, ce qu'on appelait les DP, LCE, comité d'établissement. Donc après, on a droit à des heures de fonctionnement, on représente le personnel, on fait 2-3 stages, j'ai fait des stages pour se former un peu dans la vie syndicale et sociale, que je ne regrette pas d'ailleurs, puisque malgré tout, ça apporte beaucoup de choses humaines. C'est pas facile, même pour des collègues de boulot, ou même vis-à-vis des employeurs, ils n'aimaient pas trop. Mais dans le fond, il faut faire justifier nos droits. Et donc là, j'ai adhéré. Et après, notre travail, ben voilà, cahier de revendications, tout ce qui n'allait pas dans l'entreprise, on notait les dires des collègues, mais au départ, ça part sur des petites choses, sur des choses plus importantes, et on revendique. Une fois par mois, on a des réunions avec l'employeur, donc un chef de personnel, le directeur de l'entreprise, puisque les grands patrons éternites, c'est pas qu'il y a prescription, famille Cuvelier, tout le monde en a entendu parler, je vais quand même employer leur nom, parce que ça je le tiens, qui détenait
5 sites en France, 5 sites Eternit, dont il y avait Albi, si ma mémoire est bonne, dans le Midi, Rennes, Triel, Prouvy dans le Nord, Vitry-en-Charolais. On était sur le total environ 4500, 5000 personnes. Mais sur le site de Vitry-en-Charolais, ce que j'aurais pu vous dire avant, on était environ dans les années 1970-1975, puisque j'étais déjà élu, je voyais bien les chiffres au niveau du CE, on tournait à presque 1200 personnes sur le site de Vitry-en-Charolais. 1200 personnes, et on avait une moyenne d'âge qui était très jeune. Et ça peut se comprendre, parce que plus on est jeune, plus on est dynamique, plus on est solide, plus on travaille vite, plus on... Voilà. Il y avait quelques anciens de l'après-guerre qui étaient encore là, puisque ça a dû ouvrir après les années 40, 1940, 1946, Eternit, à Vitry-en-Charolais. Donc, on avait tout un système important de personnel. Et je reviens au service moulage, on était 90%, c'était tous des jeunes. 14, 15 ans. Mon frère est rentré même plus jeune que moi. Il est rentré, lui, il avait, je crois, juste 14 ans. Moi, c'était un peu plus, pour différentes raisons. Et donc, la situation du travail. Après, on est élu, on représente le personnel. On essaie de justifier nos droits. Ça se passe dans le pire des mondes. Ben, on apprend non seulement on faisait notre travail, on avait des heures, puisque la loi était comme ça, des heures de délégué de personnel mensuellement et des heures de fonctionnement de CE qu'on prenait. Et en même temps, on avait au niveau du comité d'établissement, mais ça, on retrouve ça dans des archives autrement, mais moi j'en parle parce que je suis en train d'expliquer la grande situation. On était tenu à des commissions de différents. Alors on avait ce qu'on appelait commission vacances, commission loisirs, ça faisait un peu commission loisirs vacances, commission arbre de Noël, puisqu'on faisait l'arbre de Noël pour les enfants, pour nos enfants. On avait une enveloppe qui était on avait une participation d'enveloppe patronale et salariale sur nos fiches de paie. Ce qui nous donnait un pourcentage retenu sur les fiches de paie. Quand on était 1200 personnes, ça représentait quand même une somme qui était... Et c'est pour ça que Eternit, on avait une renommée, puisqu'on faisait fonctionner le service social avec ses œuvres... Oui, je me répète, je m'excuse. On avait beaucoup de commissions où les gens qui étaient élus au CE faisaient partie de certaines commissions pour faire fonctionner ces commissions. Alors on pouvait être 5-6 personnes et on se réunissait pour organiser un arbre de Noël qui des fois se passait à Paray-le-Monial et à Digoin. Parce qu'à l'époque, on avait quand même beaucoup de monde de Paray-le-Monial, de Digoin et de la campagne environnante. Et donc, on faisait fonctionner ça et c'était bien apprécié, puisque étant donné qu'on avait un financement, un budget, eh ben, on faisait fonctionner le mieux possible pour les ouvriers, pour des avantages. Et on avait même une mutuelle d'entreprise que je me suis aussi occupé avec des collègues, ce qui était bien, parce qu'au niveau santé, entre les dents, les lunettes et puis tout ce qui est maladie, remboursement sécu, la complémentaire, c'était notre mutuelle d'entreprise, mais vous comprendrez mieux après pourquoi que nos chers employeurs nous l'ont fait sauter, parce qu'ils ne voulaient plus en entendre parler. Mais bref, c'est un sujet que je reviendrai plus tard. Alors donc, on fonctionnait comme ça et ça se passait bien, c'était apprécié. Sur Paray-le-Monial ou Digoin, quand quelqu'un était malade ou autre, vous avez une mutuelle Eternit? Ah ben, pas de problème. Parce qu'étant donné qu'Eternit, c'était une des plus grosses industries du coin, je me répète aussi, c'est qu'elle était quand même renommée pour son fonctionnement, mais personne n'avait encore l'idée que c'était aussi l'usine de la mort.
Je pèse mes mots, parce que c'est souvent maintenant que je dis, quand je passe devant, voilà où on a travaillé, l'usine de la mort. Parce que malgré tout, tous nos responsables, que ce soit employeurs, que ce soit, je pèse mes mots, certains du monde médical, le milieu industriel, on savait très bien que si cette industrie était mise en place, les premiers procès de l'amiante, c'était 1906, ils savaient parfaitement que en fabriquant, en travaillant avec de l'amiante, c'était nocif pour le corps humain, pour la santé. Mais par contre, il fallait continuer avec certains politiques qui le savaient, les médecins qui étaient au courant, nos employeurs, pas de problème. Et je reviendrai dans plus de détails sur comment on a fait un peu exploser cette vérité. Parce qu'on a fait exploser cette vérité, je vais vous expliquer. Je vais finir un tout petit peu sur le domaine du travail dans les ateliers. Et puis j'étais dans les œuvres sociales, donc où on pouvait bénéficier de certaines choses. Les collègues, tout le monde était content. J'aurais pu choisir, d'ailleurs j'ai choisi, passé une époque, j'ai essayé de m'en aller. Bon, je voulais m'en aller, et puis, mais comme j'ai eu un conflit avec notre médecin du travail, parce que là aussi, l'employeur, on avait la visite, on avait un médecin qui était payé justement, je me répète, par l'employeur. Ce qui veut dire que automatiquement, il pouvait peut-être pas tout nous dire et il collaborait bien, cette chère personne, avec la direction. Et un jour, je me suis confronté avec lui, ça m'a laissé des traces, puisque j'avais envisagé de sortir de... Je parle vite fait de ce problème-là, parce que j'y tiens. Souvent, je l'ai raconté. Il y en a qui ne pensent pas, mais ça existait. Dans le même temps que je commençais d'être élu, j'avais tout compris, je commençais de comprendre qu'il y avait des situations qui étaient quand même graves. Et puis, j'avais envie de me recycler. Et comme j'étais sportif, la natation, beaucoup de choses. J'avais un ou deux collègues qui étaient dans les pompiers de Paray-le-Monial. Et puis c'était aussi, ça me tenait un peu à cœur parce que c'était aussi un contact pour protéger et puis pour participer à aider les gens, bon, dans les accidents et autres. Et à la base, j'avais toujours cette idée-là. Donc j'ai voulu rentrer dans les pompiers à Paray-le-Monial. Mais, sauf que le médecin qui était habilité à passer les visites médicales à la Société Eternit était aussi le médecin des pompiers à Paray-le-Monial. Et le jour, comme j'avais mon brevet, parce que j'ai passé mon brevet de secouriste au travail, on appelait ça secouriste sauveteur du travail, et quand j'ai voulu me mettre en place pour sortir d'Eternit et rentrer dans les pompiers, j'avais une visite médicale à passer au niveau des pompiers, et ce fameux, je ne donnerai pas le nom, mais ce fameux médecin de Paray-le-Monial, j'avais eu une altercation peut-être 3-4 mois avant avec lui pour des conditions de travail dans l'eau, dans l'humidité, où il y avait des gros problèmes, et j'avais soumis ça, et il ne voulait pas admettre, il ne voulait absolument rien admettre, qu'une personne, d'ailleurs, une personne c'était moi, j'avais pris un gros problème dans les genoux, et j'avais été arrêté peut-être 8-10 jours. Et mon médecin généraliste m'avait prescrit de changer, en revenant dans l'entreprise, d'avoir 15 jours, 3 semaines dans une autre situation de travail. Et quand j'ai emmené le papier certificat médical de mon généraliste de Paray-le-Monial, le médecin de l'usine l'a guère-moins mis à la poubelle, en se moquant de moi. Alors, vous voyez, entre médecins, c'était pas mal. Et c'est pour ça que je me suis accroché avec lui. Ça ne lui a pas plu. Il avait même appelé la direction, alors que j'avais été correct dans mes dires. J'ai toujours défendu des droits dans la plus pure des corrections. Tendu, mais je n'ai jamais été désobligeant là-dessus. Et ce médecin-là, malheureusement, ça ne lui a pas plu. Et le jour de la visite des pompiers, où tout le corps des pompiers, me connaissant dans le milieu sportif assez quand même compétiteur et que j'avais toutes les notions possibles
pour rentrer. C'était du bénévolat en réalité, c'était pas du professionnel, mais j'avais une vue pour aller plus loin plus tard. Étant donné que je faisais de la plongée avec des collègues dans notre fameuse piscine, je reviens en arrière du chemin de fer avec des pompiers. Et cette situation-là, quand le médecin des pompiers m'a vu arriver, eh ben, il a refusé mon intégration dans le corps des sapeurs-pompiers de Paray-le-Monial. Donc, j'ai dit voilà, j'ai pas voulu me battre parce que les loups se mangent pas entre eux. J'aurais pu intervenir avec le maire de Paray-le-Monial qui était médecin, hein, mais j'ai dit non, je laisse tomber. Je suis revenu à l'entreprise et j'ai continué ma carrière jusqu'au bout dans cette entreprise. Mais ça aurait pu être une sortie. Voilà, c'était déjà du harcèlement, sachant que j'étais partie prenante dans le syndicat, ça leur plaisait pas. Plus j'étais un peu revendicatif dans tous les domaines. Voilà, il y avait ce qu'on appelle du harcèlement, j'appelle ça moi. Donc je suis revenu dans l'entreprise, j'ai continué de militer et j'étais parti sur le plan de travail, relationnel, toujours les conditions qu'on connaît. Et puis, pour continuer mon affaire, les années ont passé, mariage. Là, je vais un petit peu plus vite. Donc, on m'a proposé au niveau du département d'être représentant des prud'hommes, puisque heureusement qu'en France, il y a des pays, ils n'ont pas le droit à ça. Et j'ai été élu au prud'homme comme juge prud'homal, où j'ai siégé pendant 5 ans à Mâcon, où là j'ai aussi fait un peu de formation sur le monde, vraiment aussi le monde du travail, mais sur la région. Ça ne m'a pas déplu. Voilà. Et là aussi, j'ai vu le système de la justice du travail à un plus haut niveau. Et c'est quand même déplorable, mais bon, il en fallait. Heureusement qu'on a défendu nos droits quand on pouvait. Mais ça se passait pas trop mal. Donc tout ça pour expliquer, j'ai sûrement oublié beaucoup de choses dans le domaine direct du travail, harcèlement, puisque étant donné que quand on a une étiquette syndicale, aujourd'hui on est en 2020, on parle de plus en plus de ce problème-là, la pression au travail et tout, on l'avait aussi. Et je vous assure qu'il y avait beaucoup de harcèlement moral pour ceux qui voulaient défendre leurs droits. Au niveau salaire, de toute façon, moi je suis rentré, j'ai ouvrier qualifié mouleur-main avec des classifications un petit peu différentes. Et une année, notre chef de service a pris la petite lubie à sa personne directe de déclasser. Il jugeait qu'on coûtait trop cher à l'entreprise. Dans l'atelier moulage-main, il s'est permis de déclasser 11 personnes. Parce qu'on coûtait trop cher à l'entreprise. Alors, c'était la bagarre, puisqu'on n'a pas admis. Donc, heureusement, je faisais partie des 11. Vous devez vous douter pourquoi. Donc, déclassement, tribunal. Tribunal, ça a duré 6 mois, 1 an. Ils nous ont fait miroiter une petite carotte, comme ils ont l'habitude. Moi, j'étais en opposition, je ne voulais pas lâcher. Et puis, après, on a respecté la démocratie. Les gens en avaient marre d'aller au tribunal et tout. Ils leur ont fait miroiter une petite somme d'argent qu'ils leur ont donnée par le tribunal, en accord avec le procès-verbal du tribunal. Tout, c'était un accord comme ça. Et moi, j'étais contre, j'avais voté contre. Parce qu'après, nos fiches de paye, on perdait quand même de l'argent. Ce qui s'est retraduit jusqu'à aujourd'hui, la retraite. On n'apprend rien quand on déclasse. Donc, ce qui veut dire que moi, je suis rentré à un niveau d'une échelle de travail et je suis sorti au même niveau. Aucune évolution. Aucune. Donc, salaire, retraite du bâtiment. Tout le monde se doute de ce que ça peut donner. Mais bon, bref, c'était comme ça. C'était notre choix. Et c'est pour faire aussi toucher du doigt qu'on parle de harcèlement, des conditions de travail, et quand on défend des droits, on a une pression qui est quand même forte, importante, pour déstabiliser les gens, pour éviter qu'ils revendiquent de trop, pour essayer de décourager. On a des gens qui ont arrêté, qui ont basculé. Je connais des collègues qui étaient syndiqués,
qui ont arrêté d'être syndiqués, et puis 2-3 ans après, ils avaient une place de chef d'équipe. Ça pouvait se comprendre. On savait pourquoi. C'est ce qu'on a, voilà, comment on pouvait acheter des fois des gens. Avec moi, ça n'a jamais marché. Et derrière ça, dans le travail, j'arrive au sujet, mais bon, ça va être plus long, plus complexe. Si je peux me permettre d'ouvrir un petit peu l'ouvert. Après, on pourra rentrer un peu plus en détail sur la dénonciation des méfaits de l'amiante. Au départ, quand on revendiquait, on se rendait compte dans les ateliers qu'on avait des personnes, des ouvriers, qui avaient déjà un petit peu d'expérience, d'âge et autres, qui tombaient malades et décédaient. Et on trouvait bizarre, il y a des gens qui décédaient, des gens de 40 ans, 45 ans. Et on s'est posé des questions, on s'est dit, mais il y a un problème. On a eu des échos. Il y a quelqu'un dans notre syndicat, parce qu'on était quand même des élus, qui avait une connaissance aux États-Unis, et il a eu des informations par cette personne qu'aux États-Unis, ils avaient déclenché, tout n'est pas néfaste chez eux, ils avaient déclenché une alerte dans une mine d'amiante qui était exploitée. C'était une mine d'amiante ou une industrie où ils fabriquaient des produits amiantés. Et comme eux, ils sont quand même à une pointe très, très poussée, des fois dans le bien ou dans le moins bien, mais là, c'était pour notre bien, je pense. Le collègue s'est permis de demander des renseignements pointus. Il y a eu des échanges de dossiers, de documents. Et là, on a compris, et cette personne qui est aux États-Unis nous a guidés au départ. Et on est rentré en ligne de compte. Tout le monde a entendu parler de Jussieu, à Paris. Et quand on a vu que si on avait un taux de mortalité qui s'accentuait tous les ans, on a dit là, il y a un problème. Parce que malgré tout, sur ce sujet-là, les médecins, quand ils voyaient quelqu'un qui commençait à être fatigué, qui commençait à être malade, malheureusement, qui n'avait pas d'aboutissement, qui partait vraiment dans la mort, ils masquaient ça en disant « mais cette personne-là, vous vous rendez compte, elle a fumé, elle boit un peu trop, la cigarette. » Non, non. Et on avait des preuves, parce que je vais y revenir aussi, on avait des preuves formelles que ces gens-là étaient bien atteints de l'amiante. Et l'amiante, ça ne pardonne pas. Quand on déclenche un mésothélium, il n'y a rien à faire, c'est la mort. Au bout entre 6 mois, 1 an, 2 ans. Il y en a contenu 3 ans. On a des exceptions, mais on le sait, moi je le sais parfaitement. Et donc, avec Jussieu, qui était à la pointe aussi, parce qu'on a entendu parler, là, j'ai eu des contacts avec eux, puisqu'on a eu des colloques, parce qu'après on s'est formé dans le problème santé, avec des médecins, heureusement, qui n'ont pas voulu, eux, parce qu'il n'y avait pas, heureusement que c'est une minorité sur le plan local, je ne vais pas donner de nom, mais il y a eu des sérieux accrochages avec la médecine de Paray-le-Monial. Et ce qui était grave, c'est que ces médecins-là faisaient passer sur le dos de gens dans l'entreprise, dans des ouvriers, qu'il n'aurait pas dû fumer, il n'aurait pas dû boire, il avait une hygiène de vie qui n'était pas bonne. Bon, ben voilà, c'était ça, mais c'était complètement faux, masqué, et à la limite, c'est pour ça qu'on parle des tribunaux du pénal aujourd'hui. Mais j'y reviendrai aussi. Et donc, nous, voyant ça, on est rentré en rapport direct avec Jussieu, et là, on a eu affaire à des gens qui étaient à la hauteur du problème amiante. On s'est, en appui, on avait donc des données des États-Unis, Jussieu, et là, avec ça, on a fait un collectif de bagarre pour dire plus jamais ça, plus d'amiante, on arrête tout, on va travailler dans des conditions autrement, on dénonce, on se sert des médias. On a mis tout en route, parce que les médias, ils nous ont aidés aussi.
Ils ne font pas que du... On sait très bien que des fois, le parapluie peut s'ouvrir ou se fermer, mais là, il fallait qu'on se serve de tout ce qu'il fallait pour dénoncer ce problème. Nous, seuls, nos chers employeurs, alors là, c'était la Grande Guerre. Nos réunions se passaient parce que très violemment. Et quand on faisait passer des articles dans la presse, mais il y a une certaine presse qu'on pouvait travailler. La presse locale, le journal de Saône-et-Loire et autres, ils travaillaient en faveur de notre opposition. Mais on a travaillé beaucoup avec la Renaissance, qui, je pense, la Renaissance, on avait 2 personnes qui dirigeaient le bureau de la Renaissance. Je ne donne pas les noms, mais bref, pour ceux qui sont locaux, ils les connaissent. Et ils nous ont aidés. Alors, ils sortaient des articles dans la Renaissance. Il fallait qu'on fasse un impact dur sur la population pour faire ressortir vraiment le méfait de l'amiante. Parce que, entre parenthèses, dans mon explication, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même, il y a quelques années en arrière, c'est quand même 3000 morts par an en France, l'amiante, seul. C'est 3000 morts par an. Sur Vitry en Charolais, à l'heure d'aujourd'hui, on arrive sur l'établissement de Vitry, voilà, je me répète un petit peu parce que j'essaie de cibler, et dans mon explication, c'est pas, je pense que les gens comprendront, c'est une partie aussi d'anxiété quand on en parle. On est à 150 personnes de décédés reconnus de maladies professionnelles de l'amiante. On est à plus de 150 personnes sur parce qu'on a monté l'association qui s'appelle le CAPER, et donc c'est pour aider les gens, pour passer dans les tribunaux, pour la faute, c'est pour ressortir tout ça, pour aider les veuves. On a monté, je vais l'expliquer aussi, parce que quand tout s'est mis en place, notre fameuse direction avec la direction générale se sont permis le luxe. On avait des baisses d'activité qui a occasionné des départs, licenciements, mais ils n'oubliaient surtout pas de mettre dedans des gens qui se bagarraient, dont moi j'ai fait partie 3 fois licencié, mais étant donné que j'avais 2 à 3 fois licencié, malheureusement j'ai jamais voulu tirer la couverture à moi parce que j'étais élu avec mes mandats intérieurs plus juge des prud'hommes. J'ai été racheté par le ministère du Travail en 2 fois pour des raisons. Et là, ce qui m'a surpris énormément, c'est que où je siégeais au prud'homme, je ne mélange pas tout parce que je vais revenir et ça va mieux se comprendre. Je siégeais avec nos représentants employeurs, représentants salariés. Et il y a eu une pétition, même les représentants employeurs sur la région ont fait une pétition pour être contre mon licenciement dans mon industrie. Alors que je siégeais au prud'homme avec notre chef de personnel qui représentait les employeurs. Et c'est mon chef de personnel, par l'intermédiaire de nos grands patrons, qui mettait mon licenciement en place. Si les gens de l'autre côté de la barre avaient su que les 2 juges prud'homaux, représentant employeur, représentant salarié, l'un avait licencié l'autre, alors que nous, on défendait les droits au travail de ces gens-là, avec les avocats, il y en a qui seraient remués quand même. Ils auraient dit on ne comprend plus rien. Mais bref, ça ne me gênait pas. Ça ne me gênait pas, j'avais quand même les épaules un peu costauds. Et notre petit jeune de chef de personnel, il avait largement compris, parce que après, je l'ai bien mis au pied du mur dans tout le détail de ce qu'il fallait. Mais bref, ça ne changeait pas les situations. Alors, pour en revenir au sujet de l'amiante, parce que là, c'est très, très complexe. Quand on a mis ça en place avec les médias, je me répète, avec tout le système pointu que ça comprend, même en dehors de l'établissement sur Paray-le-Monial, sur Vitry, on avait des gens, même des collègues de travail qui s'étaient opposés à nous parce qu'ils ont pensé, ils nous ont dit, moi j'ai eu des réflexions, comme quoi on était fous, qu'on allait faire couler l'usine, qu'on allait faire fermer l'usine. Mais vous êtes fous de faire ça, vous dénoncez, parce que les patrons ils jouaient bien leur rôle. Ils disaient, vous vous rendez compte,
ils sont en train de dénoncer l'amiante, ça va coûter une fortune. Nous, on ne pourra pas tenir, alors qu'ils avaient des assurances. C'est un trésor de guerre. Ils avaient des assurances solides depuis un nombre d'années. Ces gens-là, ils savent se mettre des protections, contrairement à un autre monde. Et vous êtes fous, vous allez faire couler l'usine. Et une grande partie du personnel ouvrier dans tous les différents ateliers nous disait mais il faut arrêter de se battre là-dessus, on n'aura plus d'industrie, on n'aura plus rien, on sera au chômage. Et nous, on a tenu à dire non, on va. Moi j'ai toujours dit, et ça m'a aidé même moralement dans les conditions que je me défendais sur ce problème-là. On va au travail pour vivre, on ne va pas au travail pour mourir. Et j'estime une chose, l'amiante est mortelle. Si on veut que nos enfants, nos petits-enfants continuent de travailler dans des meilleures conditions, on a en droit de dire halte là. On n'est pas pour faire fermer une usine, on est pour que l'usine continue de tourner avec des meilleures conditions de travail et trouver des matériaux de substitution à l'amiante. Et là-dessus, ils avaient dépêché des gens pour faire des analyses, parce que malgré tout, petit à petit, ils avaient compris aussi que ça n'allait pas aller loin. Ils faisaient des recherches pour supprimer l'amiante et mettre un produit de substitution à base de fibres, comme de la laine de verre et d'autres produits, qui auraient remplacé l'amiante. Et derrière ça, donc ça demande des mois, des années, bagarre, tout. Parce que l'abolition de l'amiante, c'était en 1996-97. Alors vous voyez, je parlais bien avant là, de la situation, donc ça a traîné longtemps. En attendant, ça faisait des morts. Il n'y a pas qu'à Vitry, dans toute la France et même dans le monde entier. Parce qu'il y a eu des carrières d'amiante. L'amiante bleue, c'était la plus dangereuse. C'est celle qui avait la fibre la plus dure. Ça venait des carrières Pologne, Russie, Roumanie. Même en Corse, il y avait une carrière d'amiante à ciel ouvert qui a été fermée. En Italie, il y a eu carrément un village. Parce que là, j'aborde, mais je suis toujours dans le domaine. L'avant, le pendant, l'après. Je fais un pêle-mêle. J'espère que les gens comprendront un petit peu la situation de mon langage. Et en Italie, on avait un village, d'ailleurs on a eu des rapports avec eux, et ceux qui veulent, le village s'appelait Monteferro, je crois, dans le bas d'Italie. Le village vivait au milieu d'une carrière d'amiante, où ils soutiraient l'amiante. Dans ce village, femmes, enfants, ouvriers, et anéantis, au bout d'un grand nombre d'années. Anéantis. On avait des rapports avec eux, ils venaient faire des conférences chez nous, les responsables syndicaux italiens, parce qu'on voulait nous créer un impact aussi. Il y avait nous, la France, l'Europe, et il y avait des dangers partout. Même au Canada, où eux, ils ont supprimé l'amiante en dernier. C'est un jour, par coïncidence, on nous avait offert un voyage au Canada. Je fais encore une parenthèse. J'étais avec mon épouse en voyage, on visitait une grande centrale, il y avait peut-être 500 personnes dans la visite, et le monsieur qui nous guidait, c'est l'explication directe, le monsieur qui nous expliquait la visite, très gentil, comment aborder les sujets de la centrale. Au Canada, c'est comme les États-Unis, tout est grand, tout est... Et puis il emploie un terme dans la visite, des isolations, des chaudières hydrauliques et tout. Et j'avais compris que c'était de l'amiante. Alors j'ai levé le doigt, je me suis permis devant tout le monde, au Canada. Mon épouse m'a donné un petit coup de coude, mais elle voyait ce que je voulais dire. Je me suis permis de l'interpeller gentiment. J'ai dit, vous pouvez m'expliquer, je n'ai pas trop compris le terme que vous venez de dire. Par hasard, ça ne serait pas isolé par de l'amiante? Alors la réponse qu'il m'a fait, vous savez, en France, vous avez aboli, nous, pour le moment, on n'en parle pas. Je vous revois après la visite. Il est venu me trouver après la visite. Il m'a dit, vous savez, avec les Français, c'est vrai qu'on est cousins. Ils nous appellent les cousins. Et il m'a dit quand même, mais je dis, vous savez, au Canada, comme dans d'autres pays, vous êtes en train de cacher vos morts. Vous cachez vos morts.
un jour, vous êtes obligé d'arrêter. Et ça, c'était dans les années, j'ai perdu vraiment la date, il y a facilement, puisque c'était les attentats, on était parti en avion, les attentats aux États-Unis, c'était en 2000. 2000, autour de 2011. 2001, hein, voilà. Ouais, ça fait un paquet d'années. Voilà. Et je viens d'apprendre, il y a à peu près pas longtemps, 1 an ou 2, qu'ils ont aboli l'exploitation d'amiante. Mais des pays ne voulaient pas, parce qu'il faut reconnaître que cette fibre, je disais en début de reportage du film, qu'il n'y avait rien de plus solide, il n'y avait rien de plus... Les protections des pompiers, j'ai connu des pompiers qui ont été atteints d'amiante, qui ont eu des soucis, qui sont décédés, et que la famille s'est portée voilà, dans les tribunaux, c'était reconnu décès du mésothélium de l'amiante, donc c'est un sujet énorme. Et ça me tient à cœur, parce que on avait quand même suivi, pour revenir un peu en arrière, je repars vite fait un petit peu en arrière, dans mon pêle-mêle, sur le profil... j'ai parlé du Canada, sur le profil quand on a défendu nos droits de l'amiante. Et on était dans le milieu syndical, on était quand même à la pointe et on voulait beaucoup de renseignements par le milieu médical. On était plusieurs fois dans des colloques avec la médecine, parce que nous, loin d'avoir fait des études, mais après tout, on avait des colloques qui étaient organisés par des médecins importants sur Lyon, Paris. Et là, nous, en tant que représentants syndicaux, où on était invités, parce que heureusement que des gens avaient compris que par le biais du syndicat, on dénonçait directement aux employeurs, il fallait que ça s'arrête, et on pouvait se permettre de poser des questions à ces médecins. Et on a appris des choses, on a appris la gravité de ce que je vous expliquais. Hein. Rien qu'en France, 3000, je me répète, 3000 décès. Il n'y a pas qu'à usine Eternit. L'amiante, il y a eu les ferrodos, il y a eu les freins, il y a eu plein de choses. Donc aboli 96-97. Heureusement qu'aujourd'hui, mais le pic de mortalité, malgré tout, les médecins, et c'est vrai, parce que j'ai quand même, de temps en temps, je reçois de la documentation, parce qu'après tout, j'ai pas envie de perdre le fil de ce qu'on a vécu. Il ne faut jamais oublier ça, pour nous, et puis pour l'avenir, pour nos enfants, et l'avenir même de la planète. Et le taux de mortalité, il sera en 2030, 2035. Ce qui veut dire qu'en ce moment, je parlais d'un chiffre d'environ 3000 décès dus à l'amiante par an, ce qui veut dire qu'il va peut-être s'accentuer. Je fais partie de ces gens-là. Moi, j'ai largement tout compris. On a l'épée au-dessus de la tête, si l'on peut dire l'épée Damoclès, on l'a au-dessus de la tête. Je ne vis pas, parce que j'ai un caractère assez solide, j'ai des activités de loisirs, je ne vis pas tous les jours avec, mais c'est obligatoire. Quand on emmène quelqu'un dans un couloir pour être condamné à mort, la personne, le couloir peut être court, il peut être un peu long, mais il sait où il va. Et donc, je suis tout à fait conscient du problème. Mon épouse, mes enfants, j'en parle jamais. Mon épouse n'aime pas que j'aborde ces sujets-là. Ça peut se comprendre. C'est pas intéressant de parler de ce sujet-là quand on sait qu'on arrive à... Parce que là encore, le 24 décembre, je viens d'accompagner un copain là, qui avait 73 ans. On faisait des loisirs ensemble, on faisait du vélo. Quelqu'un je reviens, qui ne fumait pas, qui ne buvait pas, du sport, solide, costaud, hygiène de vie impeccable, visite. Il a eu une faiblesse, une grande fatigue. Le médecin a dit, monsieur, je ne donne pas son nom, monsieur, je pense que vous déclenchez un mésothélium dû à l'amiante. Il est venu me trouver, il m'a dit, toi là, il dit, ben voilà, il dit, tu peux me faire un papier d'attestation comme quoi pour que mon épouse puisse ça fasse une procédure parce qu'après j'expliquerai pourquoi j'expliquerai derrière ça pourquoi on a mis en place le CAPER, que le président du CAPER, c'est un collègue de travail qui a milité avec moi
Il aurait pu venir avec moi, m'amener un peu, parce qu'on a énormément d'éléments. Donc le copain est venu me trouver, je lui ai fait une attestation, il savait très bien qu'il n'allait pas tenir longtemps, et on l'a accompagné au cimetière le 24 décembre, la veille de Noël. Alors voilà, donc maintenant je vois son épouse, au lieu qu'ils montent tous les deux en vélo devant chez moi en se promenant, il n'y a plus qu'elle, toute seule. Et ce sujet-là, il est extrêmement... il est pénible, mais il faut le dénoncer dans tous les domaines. Et quand on a déclenché cette bombe à retardement, bien sûr, la CGT, on était quand même à la pointe de ça. On s'est fait aider. À l'époque, ministère du Travail, il y avait Martine Aubry, j'emploie les mots, puisque c'était des élus de haut niveau. Professeur Gau, qui fait aujourd'hui, j'ai pas à cacher, parce qu'ils nous ont aidés sur le plan politique pour faire remonter des textes de loi, pour faire valoir, comme la convention des mineurs, c'est même pas une convention, comme les droits aux mineurs, les gens qui étaient à la mine, qui partaient plus tôt parce que leur espérance de vie était considérée plus basse, on les faisait partir plus tôt. Et nous, ce qui est passé à l'Assemblée, il y a eu des choses qui ont été mises politiquement en place avec certains élus locaux aussi, sur Parelmonial, le syndicat, professeur Gau qui a fait un rapport de santé qui venait nous trouver, que j'ai côtoyé assez souvent d'ailleurs, quelqu'un assez équilibré, humain, c'était un professeur de recherche. Aujourd'hui, je crois qu'il était sur la sécurité routière et des choses comme ça. Et il nous a bien accompagnés. Donc il a monté un dossier, remis en main propre Martine Aubry. Après, ils ont fait passer ça, ils ont fait opter un texte de loi, l'Assemblée, je crois. Et ce qui nous a permis de bénéficier, les gens qui ont travaillé jeunes, ce qui nous a permis de bénéficier de 4 mois par année d'exposition. C'est-à-dire, je vais donner mon exemple, comme ça va être très bien compris. Moi, je suis rentré, on va dire, à 15 ans. Je suis sorti en 2000. 35 ans dans l'établissement. 4 mois par année, ça fait 40 mois. Sur l'âge de la retraite, ça m'a fait... Donc, c'était sur du volontariat, parce que les gens étaient libres de ne pas vouloir ou de vouloir. Mais tout le monde, dans tous ceux qui ont pu bénéficier des 4 mois par année d'exposition, sont partis à l'âge légal où ils devaient s'en aller, d'une pré-retraite. Ce n'était pas une retraite, c'était une retraite anticipée. Ce qui s'appelait une CAA, cessation d'activité des salariés de l'amiante. Et moi, bien sûr, quand je dis dans mon entourage, mais je ne parle pas toujours de ça, de moi, je le dis parce que je suis en explication, reportage. Et je voudrais que ça touche aussi du monde dans la mémoire. Et quand je dis, ah mais mon Alain, tu fais quoi, ceci, cela, les amis, la famille, les copains, malgré qu'on me connaît maintenant, t'es parti à 50 ans, toi. Ben, j'ai dit, t'étais dans l'armée. Ah, ben, j'ai dit, alors je laisse exprès, pour voir jusqu'où ça va. Je laisse t'es parti, t'étais dans l'armée. J'ai dit, non, j'étais pas dans l'armée, moi. Je dis, je vais t'expliquer où j'étais. Et là, je leur dis, mais j'étais internite. Parce qu'après tout, j'ai pas à rougir de ce qu'on a fait. Je suis rentré dans ce milieu-là avec tout ce que je viens de vous expliquer, que j'aurais préféré sûrement être ailleurs, mais c'était comme ça. On ne revient pas en arrière. Et je leur dis, mais non, c'est qu'on a obtenu, pour que les gens profitent plus longtemps d'un âge, parce que malgré tout, les médecins, j'en connais des qui étaient très très bien. Dans le même temps que je vous explique ça, je vous dirai pourquoi, par quel cabinet aussi on est passé pour faire condamner nos employeurs. Là aussi, on est passé par un cabinet d'avocats. Donc, je leur dis que j'ai fini à 50 ans.
Je suis rentré à 15 ans, 4 mois par année. J'ai fini à 50 ans, il y en a qui ont fini à 52, à 53, tout dépend à l'âge qu'ils rentraient dans l'établissement. S'ils rentraient à 18 ans, automatiquement, et à partir de l'abolissement de l'amiante, 96, 97, ça a été mis en place. Après, je n'ai pas les écrits complets, mais dans tout le détail, je pourrais les fournir à l'occasion, peut-être dans d'autres conditions d'explication. Et donc, voilà. 50 ans, mais ce qui veut dire que j'ai rendu des services à mes enfants, à ma famille, voilà, j'ai vécu le sport, les loisirs, tout en sachant que malheureusement, si demain on me dit, parce que j'ai un médecin généraliste qui est bien, où on va comme tout le monde, on a son médecin, il me connaît parfaitement, puisqu'en plus ce médecin paramonial, c'est un médecin féminin, courant passe très bien avec moi. Et tellement que le courant passe bien, au départ, qu'on dénonçait l'amiante, même elle ne savait pas tout au niveau des documents, du pourquoi et du comment. C'est moi qui lui a fourni certains documents pour qu'elle puisse travailler, parce que malheureusement, elle a eu des patients qui ne sont plus là aujourd'hui, du taux qui sont décédés par rapport à l'amiante. Et ça me fait plaisir parce que, bon, moi j'ai 69 ans, mais elle me connaît depuis, elle était jeune médecin, aujourd'hui elle est toujours sur Paris-Monial, et elle voit qu'entre mes petits accidents de sport, et puis malgré tout, elle a compris que j'avais un côté... Quand on va avec mon épouse pour des petits trucs, on se fait suivre médicalement, elle prend toujours... Parce qu'on a droit aussi à des scanners, on a droit à des radios, tous les 2 ans. Mon frère, il y a beaucoup de reconnaissance de maladies professionnelles par l'asbestose. C'est l'amiante... vous mettez dans un grand hangar, vous mettez 50 voitures dans cet hangar, avec plein de poussière... Il n'y aura pas 3 voitures qui n'auront rien. Toutes, elles en auront. Vous voyez ce que je veux faire, la relation, nous, à Eternit, Vitry, il y a certaines personnes, je rebondis sur plein de sujets, mais il y a certaines personnes dans les bureaux qui étaient largement contre nous et qui disaient mais nous, on risque rien, hein. Il n'y a pas de problème, nous, on est dans les bureaux. Sauf que dans les bureaux, il y a eu un taux. Je vais vous dire pourquoi, un taux de décès très important, parce que les bureaux, c'était des grandes baies vitrées qui étaient ouvertes, et quand les péniches d'amiante arrivaient en bas, le bord du canal, la fibre d'amiante, elle est microscopique, elle se volatilise, et elle montait dans les bureaux. Et les femmes de ménage qui tous les matins enlevaient, comme les femmes de ménage employées dans des endroits nettoyés faisaient le ménage, ils enlevaient sur les bureaux, sur les ordinateurs déjà, sur des appareils mécaniques, les poussières blanches. C'était de l'amiante. C'était de l'amiante. Et eux croyaient être à l'abri parce qu'ils n'étaient pas dans des ateliers avec un tenue de travail, des bleus, sales, l'ouvrier. Donc ils se croyaient protégés. Mais malheureusement, j'ai des connaissances dans les bureaux qui sont décédés de l'amiante. Ces gens-là, voilà. Ils étaient en opposition avec nous, et dans l'opposition, on avait beaucoup de personnes, je vous disais tout à l'heure, qui étaient contre nous. Et malheureusement, ces gens-là, quand ils ont été touchés par l'amiante, on n'était pas bon à mettre, je ne voudrais pas employer une phrase que tout le monde a connue, on n'était pas bon à mettre au chien. Et ces gens-là, quand ils savaient où ils allaient, leur famille, leur épouse, même enfant, sont venus nous voir en disant comment il faut faire pour adhérer, pour défendre nos droits, pour toucher des aides, pour demander le préjudice subi. Et en parlant du préjudice subi, justement, j'en arrive au cabinet d'avocats. On a travaillé avec Maître Tessonnière et Sylvie Topalov, ceux qui défendent, et là je peux donner leur nom, parce qu'ils me connaissent, on les connaît, et au contraire, j'ai rien. Et si un jour ils ont le reportage,
Il n'y aura rien de désobligeant, au contraire, c'est la pure vérité. J'ai l'habitude de dire que la vérité. Et donc, on s'est servi de ce cabinet d'avocats, Maître Tessonnière. Et au départ, par Jussieu, déjà, Jussieu qui nous guidait dans le système de défense, et on les a rencontrés, on dit, vous savez, c'est eux en ce moment qui défendent la ZF, la fameuse catastrophe de Toulouse, là où il y a eu l'explosion, c'est eux. C'est un bon cabinet d'avocats qui est proche du monde ouvrier. Et ces gens-là, ils nous ont dit, nous, on va essayer de... Parce que rien n'était gagné. Ils ont commencé de défendre nos dossiers, parce que quand... je reviens c'est sur un sujet pointu à ce niveau-là. Ils ont commencé on leur a présenté des dossiers de collègues malades, et ils ont commencé d'y mettre dans les tribunaux. Donc, Mâcon, cour d'appel, après Dijon, voilà. Et après, ça a demandé des années. Mais au départ, ce cabinet d'avocats, ils travaillaient avec nous, ils n'avaient aucune rémunération, ils ne touchaient rien. Et ils nous ont dit, si nous, vraiment, on échoue dans faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, parce qu'après, quand la faute inexcusable a été reconnue, ça a ouvert une porte, si l'on peut dire, de justice, pour permettre à des dossiers d'arriver. Et comme le CAPER était partie prenante, on avait passé un accord avec l'ensemble du personnel qui adhérait pour défendre leurs droits. Il fallait qu'on fonctionne aussi. Il fallait qu'on fonctionne. On avait un bureau où on a rebasculé la mutuelle d'entreprise dans des locaux à Paray-le-Monial, parce que comme ils nous avaient licencié les têtes pensantes du syndicat, ils ne voulaient plus nous voir, la direction. Alors donc, on avait mis dans les locaux, à côté, dans des pièces séparées, une antenne CAPER, ce qui permettait à des gens qui voulaient ouvrir un dossier pour faire une reconnaissance de maladie professionnelle, d'ouvrir leurs droits à la reconnaissance, malheureusement, de leur mari décédé, parce que dedans, il y avait quand même des veuves, le plus jeune, 38 ans, 5 enfants. Des enfants, pas en études, rien. La maman, rien pour vivre, elle ne travaillait pas. Lui, il fallait bien faire reconnaître ces gens-là pour qu'ils aient une aide financière de la faute inexcusable due au décès de l'amiante. Et là, quand les avocats ont travaillé sur ces sujets-là, après, ça a duré longtemps, et on a gagné, parce que je dis on, parce que j'ai quand même participé avec eux, mais c'est vrai qu'on faisait remonter nos dossiers au niveau local, dans le CAPER, on les passait, encore aujourd'hui d'ailleurs, si on entend parler toujours mais ils ont tendance à tout vouloir étouffer, parce qu'il faut qu'on étouffe au plus vite la marmite. On a eu... Et donc, après, quand la faute inexcusable a été reconnue, on a mis en place un petit pourcentage qui revienne aux avocats et au CAPER sur la somme gagnée. Mais le drame de l'histoire, c'est qu'il fallait que ce soit les employeurs qui paient. Et ça, le pénal, on a eu 2-3 exemples où ça monte au pénal, mais il n'y a rien qui aboutit. Et tout a été fait pour étouffer, pour éviter de financer. Mais il y a beaucoup de monde, moi dans mes amis, je connais leurs femmes maintenant qui sont toutes seules, malheureusement. Digoin, pareil, la campagne environnante, où je les ai aidés, je les ai dirigés là. Il y a eu des dossiers qui ont été montés par des collègues, par moi, remontés cabinet Tessonnière. Ils ont obtenu gain de cause, ils ont gagné une certaine somme d'argent, soit c'était une pension, soit c'était une somme attribuée. Alors bien sûr, voilà, la population, une certaine population. Parce qu'il y a eu une pièce de théâtre qui est sortie il y a quelques années, j'étais la voir à Paray-le-Monial. Ils ont fait une pièce de théâtre sur les veuves de l'amiante, qui étaient jalousées. Mais c'était bien joué par des comédiens amateurs et professionnels.
On m'avait dit, Alain, il faut que tu ailles voir cette pièce. Oh, on n'était pas nombreux, hein, bien sûr. Hein, c'est pas le film, le feuilleton américain qu'on voit tous les jours. Euh, et cette pièce, elle était bien jouée. Et elle explique cette pièce de théâtre. C'est pour ça que vous allez dire, je ne me dérange pas du sujet. Que les veuves qui méritaient d'être aidées pour finir d'élever leurs enfants, jeunes, pour les études, pour continuer de vivre et donner un métier à leurs enfants, le but, pour moi, il était là. Il n'était pas de dire, elles vont de l'argent. Bien sûr, à travers, quand la personne a touché un peu d'argent, il y en a qui ont peut-être changé une voiture. Elle avait le droit de changer une voiture. Elle avait le droit de payer des études à son enfant. Elle avait le droit de faire repeindre ses volets. Après, c'était une somme attribuée pour aider à permettre de continuer de vivre sans son mari, sans revenu. Mais ça, dans la pièce de théâtre, ils ont mis en place, ça fait des jaloux dans la population. Le mot jalousie, je l'emploie souvent, parce qu'aujourd'hui, si on en a un stade de jalousie, on en a à tous les niveaux d'ailleurs, et il y a des gens qui disaient, mais vous vous rendez compte, madame, allez, je dis n'importe quoi, madame Intel, vous vous rendez compte la belle voiture qu'elle a? Oh ben son mari est mort il y a 8 jours. Elle roule, elle a une belle voiture. Ah ben elle a fait repeindre sa maison. Ah oui. Puis les enfants, ils vont à l'école plus longtemps. Ah ben oui. Et ça, cette pièce de théâtre, je vous donnerai des indications parce que j'ai perdu leur adresse. Je ne sais plus où ils en sont. Le collègue, si vous êtes intéressé, je vous fournirai. Mais bref, il y a aussi eu des livres de sortie là-dessus. Donc, pas tout le monde, heureusement. Mais moi, je connais des gens qui m'ont fait des réflexions. Alors, ils étaient bien tombés avec moi. Hein. Quelqu'un qui me dit, t'as vu, hein, tu te rends compte? La dame, elle était veuve à 40 ans. J'ai accompagné des veuves à 40 ans avec des petits gamins, des gamins handicapés même, qui avaient touché une somme d'argent parce que c'était la réparation du décès. Moi j'ai dit, ils nous ont empoisonnés. C'était un empoisonnement, le problème de l'amiante. Ils savaient pertinemment que ça allait tuer du monde. Donc, sur ce sujet-là, les premiers procès, je reviens au début du reportage, 1906, ça voulait dire que des patrons, je sais même leur nom, mais je ne le donnerai pas, 2 frères qui ont monté une entreprise, ils se sont rendus compte que ce produit-là qu'ils employaient allait être mortel. Ils ont voulu le dénoncer, ils ont été cassés par leurs chers confrères, mais je parle à un patron solide, monopole du patronage. Ils les ont cassés, et eux avaient commencé, il y avait déjà eu de dénoncer que ça allait tuer l'homme. Et 1906, il y avait déjà eu un procès. Il a été étouffé, comme il faut, par des gens, ce que je disais tout à l'heure, des politiques, des gros industriels, des médecins, parce que je ne mange pas mes mots, j'ai pas peur. Et on a étouffé tout ça. Donc il y a eu 1906, pendant des années, plus personne n'a rien dit. Et c'est ce que je viens d'expliquer, les années là où on a commencé de comprendre, dans les années 80, 85, on nous a fait des reproches qu'on aurait dû y dénoncer avant. Vous vous rendez compte? Pourquoi mon mari, vous en auriez parlé avant? Mais on était coupés à la lame de rasoir dans tous les domaines. Et heureusement qu'on était une poignée de personnes, j'aime pas toujours dire moi, mais je suis obligé. On était une poignée de personnes dans le syndicat, une poignée de personnes qui ont dénoncé ça sur Vitry, après ce que je vous ai expliqué, Jussieu. Et on a mis ça en place, et on était contents, et on se dépêchait de dire, faut arrêter de fabriquer l'amiante, faut arrêter pour que nos enfants vivent ça. Dans les vestiaires, quand on se changeait le matin, moi j'ai un collègue qui me disait, je vais employer un mot vulgaire, mais c'est pas grave, ça peut faire partie un peu du... J'ai un copain, mais il a compris après. Mais vous êtes des fous de faire ça. Il disait, vous êtes fous, c'est une usine de merde, j'emploie le mot, c'est une usine de merde, il faut qu'elle ferme, il faut... Mais j'ai dit d'Ivoire, j'ai dit c'est pas comme ça, et il y avait du monde, j'ai dit, moi j'ai pris, et c'est comme ça qu'il a compris quand même les choses, j'ai dit écoute, tu te calmes là-dessus, le problème il n'est pas là, on n'est pas là pour fermer l'usine, on est là pour que l'usine, et ça j'espère que
Si un jour les employeurs l'écoutent, ils comprendront ma position à 200%. On est là pour que l'usine continue. Pour faire ce que j'ai dit, si toi un jour tu as un enfant au chômage, tu serais bien content de trouver du boulot, mais dans d'autres conditions. Dans des conditions, parce qu'on doit travailler dans des conditions favorables, et on doit, je me répète, aller au travail pour vivre, mais pas pour mourir. Et on sait très bien que dans différents endroits, il y a plein de problèmes de santé. Il y a la menuiserie, il y a plein de choses. Mais nous, sur le tas, sur le présent, on ne peut pas se permettre de continuer de travailler avec un produit qu'on sait qui va faire mourir et qui fait mourir. On doit pas le faire, ça. Voilà. C'est comme ça. Et la poignée de personnes dans le syndicat, parce que même dans le syndicat, au départ, on avait des divergences quand on a mis ça en place. Même dans le même... il y a des gens qui étaient pour et contre. Il fallait monter, il fallait dénoncer, il fallait faire tout mettre en œuvre. Et il y a 2, 3, puis après, ça s'est mis en forme, quoi. Ils ont tous compris. Et on a des gens, là, de Digoin, qui étaient complètement contre nous. C'était un copain que je trouve à la pêche, parce qu'un de mes loisirs, c'est la pêche. Et il me disait, Alain, mais il faut arrêter ça, vous êtes fous, vous êtes partis. Et cette personne-là, que je ne donnerai pas son nom, un jour, puisque je m'occupais, on avait dans nos commissions, je m'occupais de l'étang à Monétais. On avait mis ça en fonction, on avait acheté l'étang de la Douar à Monétais-sur-Loire, là, oui c'est sur Loire. On avait acheté un bel étang pour faire des loisirs pour l'ensemble du personnel. Et puis ce gars-là, il vient me trouver, un jour il vient à la pêche, il vient me voir, et il était, en plus parce qu'il l'avait mis un petit chef d'équipe à l'expédition, et lui il me dit, Alain, il me tape sur l'épaule, il dit, je crois bien que tu avais raison. Il dit, ils nous ont menti, et il dit, je suis foutu. Et il était devenu ami avec notre pneumologue de Paray-le-Monial. Mais j'ai dit oui, je savais pourquoi qu'il était devenu copain avec. Parce que l'autre, il savait très bien que, je ne donne pas de nom, mais il y en a qui sauront pourquoi. Il était devenu copain avec lui, mais il m'a dit, sur le plan défense, l'amiante, et il dit, vous aviez raison. Il dit, alors que je vous ai pas fait de cadeau. Mais je dis, je sais que tu nous as pas fait de cadeau. Mais tu vois, aujourd'hui. Et puis 2 ans après, il n'était plus là. Il est à Digoin, il est enterré à Digoin. Et voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres pour être vraiment l'impact de l'amiante, de la base, dans l'explication un peu mélangée, dans l'explication un peu dure, aussi bien pour ceux qui écoutent que même pour moi, parce que c'est pas évident de raconter ces choses-là, de mettre en place, mais moi si je le fais, c'est aussi, j'espère que par la suite, mais c'est jamais gagné, qu'on travaille dans des conditions équilibrées, et puis, mais ça a quand même évolué maintenant, il y a beaucoup de choses qui évoluent, mais aussi il faut que les gens n'aient pas peur de faire valoir ce qui ne va pas. Mais c'est vrai que pour ça, nous, ce qui nous a aidés, c'est qu'on avait un syndicat organisé. Et une entreprise ou un petit artisan, parce qu'il y a des petits artisans dans le milieu agriculture qui étaient perdus dans la nature, et ça peut se comprendre, ils ne savaient rien, et l'artisan lui-même, on ne pouvait pas condamner un petit artisan qui avait 2 ouvriers à dire, eh ben voilà, mon ouvrier. Alors donc c'était bien sur un monopole complet de l'amiante, on ne pouvait pas condamner des gens qui n'étaient pas au courant non plus. Ce qu'on a voulu condamner, c'est ceux qui étaient au courant, en tête, qui savaient que ça allait faire mourir l'être humain. Voilà, de ce côté-là, c'est à peu près dit. Il y a encore des points de détail. Je reviens à milieu atelier, nos bleus de travail, puisqu'on avait des tenues de travail. Ils nous ont fourni les bleus de travail, on les lavait à la maison. On a des femmes de collègues qui sont morts d'un mésothélium. Ils ont été reconnus parce qu'elles lavaient les bleus. Elles nettoyaient les bleus de travail de leur mari. Alors, j'ai même un cas plus grave, qui aujourd'hui, ils ne sont plus dans mon quartier, ces gens-là. Le monsieur, il était à l'ébarbage. Donc, je racontais tout à l'heure les meules, les gars tout blancs. Mon frère aussi était à la meule. Il ramenait dans un sac en plastique, dans le sac à casse-croûte, les bleus. Il revenait à la maison.
Et les bleus de travail, la première chose, comme toute femme qui aime bien que son mari soit tenu correctement, secouait les bleus de travail à la porte. Elle les secouait, tout ce qui, comme de la farine. Les petits gamins qui étaient autour, ou son épouse, elle a fait ça pendant des mois, des années. Et un jour, malheureusement, j'ai eu l'exemple du fils aîné d'une famille. Il avait une bonne place sur Tours. Et donc, sa sœur me dit, tu sais, mon frère, il a atteint, ils ont trouvé un mésothélium. Mais je dis, ah bon? Et là, il est venu, ils l'ont ramené à Vitry, il est décédé 2 ans après, un gars qui avait 50 ans. Il n'avait jamais travaillé au contact de l'amiante. Mais quand il était enfant, il est au contact du papa. Même moi, je peux être inquiet pour mes filles plus tard, parce que c'est un problème qui peut se déclencher 30, 40 ans après. Et la médecine, ça s'explique mal. Parce que la fibre d'amiante, quand elle pénètre dans la plèvre du poumon, c'est le mésothélium. Mais je vous en dirai peut-être plus un peu plus tard. Voilà. Comment tu vois l'avenir de la société? Comment tu vois cette société déjà actuellement et son avenir? Bonne question. Sans être malgré tout une certaine inquiétude, j'ai quand même une inquiétude sur... je ne me base pas que sur ce qu'on voit à la télévision, sur ce qu'on écoute. Je me base sur un ensemble d'idées, des idées que j'évoquais tout à l'heure. Je suis un peu inquiet pour, on va dire, nos enfants, nos petits-enfants, les générations à venir. J'espère qu'ils auront un potentiel solide pour faire un équilibre. Je pense qu'il y a des grandes qualités qu'on ne suppose pas toujours dans nos jeunes. Et j'aimerais, et je pense que ça se fera quand même que j'ai une inquiétude sur le domaine de la vie en général, parce que ça va tellement vite avec la société qu'on vit, dans le modernisme, et il faut se réactualiser. Je voudrais aussi, sur ce problème-là, tiens, c'est une bonne question, parce que il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un petit reportage qui m'a un peu éclairé. Les gens, les personnes, parce qu'on parle des jeunes et qui ont beaucoup de capacités de construire un avenir à conditions équilibrées, pas galvaudées, dans un terme un petit peu, mais par contre, je n'aimerais pas qu'on mette sur la touche des personnes âgées qui aujourd'hui sont déconnectées par rapport à notre informatique. C'est imparable. On est obligé de travailler avec ce qui est dans l'actualité, que ce soit à tous les niveaux. Mais j'ai peur qu'on mette en ce moment des générations, je connais des gens dans mon entourage, qui sont pas matérialisés en informatique. Et ces gens-là, on a comme une impression, j'entends des réflexions, quand ils vont aborder, quand ils se déplacent pour des choses administratives ou autres, qu'ils ont besoin tous les jours, on les prend un peu, j'ose pas dire pour des gogos, parce que ces gens-là, à partir même des gens de 70, 75, 80, même des fois des plus jeunes, qui ne sont encore pas informatisés. Et aujourd'hui, malheureusement, dans nos portables, dans tout ce qu'on vit dans le modernisme, eh ben, on est en train de mettre sur la touche, on est en train de délaisser sur le côté, parce qu'ils se sentent un petit peu en retrait, parce qu'ils ne sont pas évolués. Ils sont très, je veux dire, ils ont fait aussi notre France, ces gens-là. Il ne faut pas les oublier, il ne faut pas les délaisser, parce que moi, ça m'inquiète de les voir, à la limite, on se moquerait. Certaines administrations n'admettent pas qu'ils ne soient pas évolués avec le modernisme. Et ça, c'est une partie d'inquiétude dans l'avenir. Petit à petit, ça va demander quelques années, sûrement, parce que malheureusement, les générations passent, l'être humain, on n'est pas là pour des années sur Terre. Et ça mais dans un proche délai, et aujourd'hui,
ces gens-là, ils sont un peu délaissés, on les prend un peu pour des naïfs et des gens qui ne veulent pas évoluer. Alors que c'est des gens qui nous ont apporté énormément de choses sur ce qu'on vit aujourd'hui. Il ne faut pas les oublier. Et derrière ça, dans nos jeunes, eh ben, j'espère qu'ils auront un équilibre aussi de défense et de protéger notre planète. Parce que ça, moi, c'est un sujet très... Aujourd'hui, tout le monde se penche sur notre pollution, sur le réchauffement de la planète. Et le réchauffement de la planète, c'est un grand sujet. Tous nos politiques, plus ou moins, essayent. Mais il faut que tout le monde joue le jeu, à la base déjà, mais en priorité aussi, en haut, dans ceux qui nous donnent des leçons, dans ceux qui disent il faut, et des fois c'est les premiers pollueurs. Et j'estime qu'il faut que tout le monde joue son rôle pour éviter ça. Hein, et ça, l'avenir, voilà, c'est la planète, tout ce qui est industriel, il faut que tout le monde aussi joue le jeu, parce qu'on parle de différents pays, parce que là, si on s'étend maintenant sur des différences en réalité, l'être humain, on est tous fait pareil, hein. On est tous fait pareil, on est sur la même longueur d'onde et on a intérêt à jouer le même rôle, à condition que, hein, ça c'est des sujets pointus, et c'est compliqué. Et ça peut être une inquiétude quand on voit l'avenir, de la protection de la nature, voilà. Moi, je suis quelqu'un qui aime les lois. J'ai des idées, j'ai toujours défendu mes droits, j'ai toujours défendu, je pense, le côté humanitaire, parce que l'être humain, on doit aussi pas se tirer dedans, éviter les guerres, mais ça, c'est des grands mots, puisqu'il y en a avec les guerres, ils s'enrichissent. On revient à des sujets comme ça, mais je voudrais bien quand même, moi, que sur le contact, qu'il y ait moins de jalousie, moins d'envie, et puis le partage, puisque je reviens à ce mot-là, étant donné que je suis déjà dans les bases, j'ai toujours revendiqué un équilibre pour tout le monde. Voilà. Donc j'espère que ça se passera bien, que nos enfants et nos petits-enfants n'auront pas à subir une onde de choc que des fois on a tendance à mettre en place. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Il y aura encore sûrement d'autres choses, mais c'est des points essentiels. Hein. Voilà. Je remercie en parallèle, puisque on est ici, je suis en contact et je remercie bien tout ça.